Bonjour à tous et merci effectivement tout d'abord aux organisateurs de cette matinée de me donner la parole sur une partie un petit peu ardue. Alors vous m'excuserez par avance si c'est trop facile pour vous et aussi si c'est trop compliqué. Bon, j'essaie de rester en tout cas dans les dernières données tout en essayant de vous expliquer d'abord les termes qu'on emploie entre nous et qui sont peut-être parfois un peu imperméables pour vous. Comme l'a dit le docteur Chiche, l'idée c'est quand même de susciter des questions, donc on est là pour répondre à vos questions. Le support, je vais vous le présenter parce que je l'ai préparé et qu'il peut être intéressant, mais n'hésitez pas à poser des questions. Alors peut-être pour des raisons d'organisation en fin de topo, comme ça je dis ce que j'ai à dire et après vous pouvez vous exprimer. Oui. Dans mes merci, bien sûr, j'oublie deux merci très importants aux associations de patients que vous avez rencontrées, qui ont leur stand aussi dans la petite salle en haut. Donc, que ce soit l'association Vascularite ou l'association Lupus France, qui sont des partenaires essentiels. Donc, désolé pour l'oubli, mais c'est vraiment pas anodin. Pardon. Alors, juste un mot pour me présenter un petit peu plus, pour vous signaler cette spécialité qui est quand même pas toujours connue des patients et qui peut vous rendre service de temps en temps, celle de médecin ou pharmacien biologiste, puisque nous, on intervient dans les laboratoires quand vous allez faire vos dosages d'auto-anticorps notamment, ou de suivi de syndrome inflammatoire ou autre. Bien, sachez qu'il y a derrière la porte, qu'on ne voit pas toujours, un médecin ou un pharmacien biologiste qui va valider et interpréter vos résultats de manière à vous rendre quelque chose qui, en principe, est fiable et qui a fait l'objet de vérifications tout à fait sérieuses. Voilà. Donc, dans mon activité, je travaille à l'hôpital de la Timone au Biogénopole et j'ai une activité de recherche où j'anime une équipe qui travaille plutôt sur la sclérose en plaques, qui est une autre maladie auto-immune. Voilà. Alors, pour commencer, je voudrais vous parler un petit peu de la réaction immunitaire au sens large pour que vous compreniez après pourquoi on parle d'auto-immunité. Donc, vous savez sans doute tous que le système immunitaire est composé d'un certain nombre d'agents et d'outils qui ont pour but de vous protéger des agressions extérieures, ou en tout cas, il est formé à reconnaître ce qui est, on va en reparler plusieurs fois, le soi du non-soi, c'est-à-dire le soi, tout ce qui constitue votre organisme à vous, et qui va être donc reconnu comme quelque chose qui n'est pas agressif, qui est tranquille, avec qui le système immunitaire doit vivre. Et il apprend à reconnaître au contraire tout ce qui est du non-soi. Alors dans le non-soi, on va le revoir juste après, il y a les agents étrangers, les agents infectieux, les virus, les bactéries, tout ça. Et il y a aussi, vous y pensez peut-être moins, le soi modifié. Et ça, c'est important. Le soi peut être modifié au cours de la vie, soit sous l'influence de certaines molécules, des médicaments par exemple, soit sous l'influence d'anomalies de signaux qui vont donner par exemple des tumeurs. Donc le système immunitaire, tous les jours, il est là pour vous protéger contre les cellules tumorales qui émergent dans votre corps sans que vous le sachiez, heureusement, et qui vont être éliminées rapidement et puis on n'en parle plus. Voilà. Donc, pour faire tout ça, c'est quand même pas rien. Donc, il faut du monde et il faut des outils. Alors, on les connaît peut-être pas encore tous dans leur très grande subtilité, mais je vous en ai mis quelques-uns juste parce qu'on va les utiliser après. Donc, dans les agents, il y a d'abord la cellule présentatrice d'antigènes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une cellule qui va être là à l'affût, qui va être là pour recueillir tout ce qui est anormal et qui va rentrer dans l'organisme. Donc souvent, c'est des cellules qui vont être au niveau de la peau, au niveau du tissu digestif, à l'interface avec l'extérieur. Elles ont plusieurs noms en fonction de leur fonction un peu plus précise, peu importe. Moi, je l'appellerai la cellule présentatrice d'antigènes. Et on peut introduire tout de suite qu'est-ce qu'un antigène. Retenez qu'un antigène, c'est souvent d'ailleurs un bout de protéine, mais pas toujours, qui va être capable justement de déclencher une réaction immunitaire. C'est ça l'antigène. Donc l'antigène, il peut venir encore une fois d'une bactérie, d'un virus, il peut venir aussi d'un bout de protéine du soi qui a été modifié et qui est reconnu du coup par le système immunitaire comme du non-soi. Donc cette cellule présentatrice d'antigène, elle va avoir comme fonction de présenter l'antigène. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va le gober, elle va le digérer et représenter des petits morceaux. C'est gentil. Merci, il y a un chat qui...
Merci beaucoup. Et elle va le représenter aux agents qui vont effectuer la réponse immunitaire. Et en particulier, on va évidemment en reparler beaucoup, ces cellules qu'on appelle les lymphocytes. Alors, si on va un peu plus loin, il y a des lymphocytes B, il y a des lymphocytes T, mais il y a aussi d'autres lymphocytes dont on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui. Et puis, il y a les macrophages et les granulocytes. Alors, les macrophages, c'est des cellules qui sont un peu les éboueurs de l'organisme, qui sont là pour phagocyter toutes les bouts de protéines ou de lipides ou tout ce qu'on veut qui ont été digérés en particulier au moment des réactions immunitaires. Et puis il y a les granulocytes, on les appelle comme ça parce qu'au microscope, il y a des petits granules dans leur cytoplasme. Et ces granulocytes, dans ces granulocytes, on retrouve notamment donc, les polynucléaires neutrophiles. Donc pour ceux qui s'intéressent aux vascularites, c'est une des cellules principales impliquées dans l'auto-immunité de la vascularite. Alors ces cellules, elles sont là une fois qu'elles sont formées, qu'elles ont été sélectionnées, on a pris les meilleures, celles qui travaillent le mieux, qui sont le plus efficaces. Elles savent reconnaître le soi du non-soi. Il faut qu'elles agissent. Alors pour agir, il faut qu'on leur envoie des signaux, des ordres, enfin quelque chose qui leur dit c'est le moment d'agir, on se réveille, on s'active, on prolifère et on va essayer d'éliminer cet antigène qui ne nous convient pas. Alors ces signaux, donc ils sont basés, je vous l'ai dit, sur le fait qu'on va reconnaître le soi du non-soi. Donc quand on est un système immunitaire et qu'on est face au soi, encore une fois, on ne réagit pas. Par contre, attention, l'alarme est déclenchée quand des antigènes sont présentés par les cellules présentatrices d'antigènes. Et ces antigènes, on l'a dit, ça peut être des éléments de bactéries, de virus, de parasites, de tout ce que vous voulez. Et ça peut être aussi, par exemple, des cellules tumorales. Et on va voir tout à l'heure que ça peut être, malheureusement, chez certaines personnes, des antigènes du soi parce qu'ils ont été modifiés, parce qu'ils deviennent accessibles, parce que le tissu a été abîmé et qu'il y a des antigènes tout au fond qui vont émerger et qui vont être visibles par le système immunitaire. Tout ça, ça déclenche des signaux qu'on appelle des signaux de danger. Donc, à partir du moment où il y a signaux de danger, on mobilise les troupes. Et ces troupes, elles vont avoir besoin d'outils, plutôt outils que armes, parce qu'en fait, ces outils sont différents. Je vous ai indiqué surtout ce qu'on appelle les facteurs solubles, c'est-à-dire ce sont des molécules qui sont en circulation dans les liquides biologiques, en particulier le sang. Donc vous avez 3 mots-clés à retenir peut-être. Les cytokines, on va voir ce que c'est, qui sont des petites protéines qui servent à envoyer des signaux. Le complément, alors là c'est compliqué, donc on n'en parlera pas trop, sauf si vous voulez vraiment, mais bon, c'est un ensemble de protéines, d'enzymes qui agissent en cascade et qui aboutissent quand même à la mort de la cellule en la gonflant d'eau, normalement jusqu'à ce qu'elle explose. Et puis il y a surtout les anticorps que vous connaissez probablement, qui ont la propriété évidemment de reconnaître très spécifiquement l'antigène. Alors, vous avez peut-être entendu le terme aussi d'immunité innée, d'immunité acquise. On va y revenir après. Ce sont 2 temps qu'on sépare de façon très artificielle, mais tout ça est vraiment en interconnexion permanente et c'est quelque chose vraiment, croyez-moi, de très perfectionné, le système immunitaire, qu'on n'a encore pas tout à fait compris. Et il est aussi sujet, c'est très important, à des phénomènes de régulation. C'est-à-dire qu'il y a la police des polices, si vous voulez, il y a des cellules T notamment qu'on dit régulatrices et d'autres systèmes qui sont là pour quand même veiller à ce qu'à un moment la réaction s'arrête. Voilà. Donc ça, c'est aussi des voies d'études qui sont très explorées en ce moment parce que c'est effectivement très important. Alors les cytokines, je vous en parle juste 2 minutes parce que dedans, vous allez reconnaître des noms comme le TNF, comme les interférons, dont vous avez sans doute entendu parler, comme l'interleukine 1, l'interleukine 8, etc. Bon, c'est des petites protéines, toutes petites, qui sont impliquées dans la communication intercellulaire. Et donc, elles ont la propriété d'agir sur une cellule, qu'on dit une cellule cible, par le biais d'un récepteur qui est donc exprimé par cette cellule cible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent agir à différents niveaux. Le mode autocrine, c'est-à-dire que la cellule qui produit les cytokines va elle-même être
la cible de ces cytokines, donc c'est assez intéressant comme concept, mais aussi de façon paracrine, donc là, elle va agir sur la cellule qui n'est pas très loin d'elle, avec qui elle veut communiquer, et puis de façon endocrine, et là ça ouvre le champ d'action dans tout l'organisme, puisqu'à ce moment-là, la cytokine va passer dans les vaisseaux sanguins, circuler jusqu'à trouver la cellule cible qui exprime le récepteur et qui peut être là complètement à grande distance de la cellule productrice. Donc ces cytokines, retenez ce nom parce que beaucoup de médicaments maintenant qui sont employés en auto-immunité visent ces molécules. Vous connaissez sans doute les anti-TNF, il y a les anti-récepteurs de l'interféron dans le lupus. Enfin, il y a plein de choses qui se développent là-dessus. Bliss aussi, Bliss ou BAF, qu'on incrimine dans le lupus, est aussi un membre de la famille du TNF. Donc tout ça, c'est une grande famille. Et on découvre chaque jour, enfin peut-être pas chaque jour, mais très régulièrement des nouveaux membres de cette famille. Alors l'immunité innée, l'immunité adaptative, retenez qu'il y en a une qui est en première ligne. On a beaucoup utilisé ce terme en période de Covid, mais là c'est un peu ça, effectivement. L'immunité innée, c'est les cellules présentatrices antigènes, c'est les granulocytes, c'est le complément, c'est tout ça, les cytokines. C'est les gens qui sont sur place et qui surveillent et qui vont être tout de suite au combat et à la détection des anomalies qui viennent de l'extérieur. Donc elle est déclenchée très rapidement, cette immunité. Par contre, elle n'est pas spécifique. On ne fait pas du tout intervenir les anticorps et tout ça. Là, c'est trop tôt. Il faut plus de temps pour produire un anticorps. Mais par contre, le plus souvent, ça suffit. Ça s'arrête là. La réponse est efficace et il n'y a pas de mémoire. Donc elle agit, ça monte très vite en puissance, ça s'arrête. L'immunité adaptative, elle est plus complexe et elle va compléter cette immunité innée, notamment si elle est débordée ou si elle n'est pas suffisante. Elle va mettre 10 à 15 jours pour se mettre en place. Vous connaissez, quand on fait un vaccin, on vous dit qu'il vous faut 15 jours à 3 semaines avant d'avoir une réponse anticorps suffisante. Elle est spécifique d'antigènes. Donc là encore, c'est très important de voir qu'on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus performant dans la spécificité. Et elle induit une mémoire durable. Ça, c'est intéressant parce que si l'organisme est de nouveau exposé au même antigène avec ou pas un S, la réponse adaptative va se faire beaucoup plus rapidement parce qu'il y a déjà une mémoire qui a été mise en place. Donc là, je vous avais remis, vous voyez, pardon. J'ai appuyé sur la mauvaise. Je vous avais remis ici la cellule présentatrice antigène, les granulocytes et macrophages, les cytokines, le complément. Tout ça, c'est dans l'immunité innée. Et l'adaptative fait intervenir ces cellules plus complexes et plus spécialisées que sont les lymphocytes, les anticorps et aussi les cytokines. Donc, vous retiendrez, j'espère, que la réponse immunitaire se déclenche lorsque le système immunitaire reçoit des signaux de danger. Donc, à la fois le non-soi pathogène, donc encore une fois, virus, bactéries, tout ça, et le soi modifié, donc l'exemple typique de la tumeur. Mais retenez qu'il y a d'autres circonstances où le soi peut se modifier sans que vous vous rendiez compte en particulier, mais ça n'échappera pas en principe au système immunitaire. Donc, le mot-clé dans l'auto-immunité, c'est de retenir ce terme de tolérance. Alors, la tolérance en immunologie, ce n'est pas tout à fait la même tolérance que dans la vie quotidienne. C'est cet état de non-réaction, de non-déclenchement d'une réaction immunitaire par rapport à certaines protéines ou certains antigènes. Donc, il y a une tolérance physiologique, donc c'est normal d'être tolérant aux antigènes du soi. Donc, normalement, encore une fois, quand les lymphocytes, les cellules immunitaires ont été bien éduquées, bien formées, elles ne vont pas réagir contre le soi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une maladie auto-immune ? Eh bien, justement, ça commence à dévier. Sous l'influence de facteurs favorisants, on va y revenir, on va observer une rupture de cette tolérance. Donc, je vous l'ai dit, normalement, tolérance physiologique aux auto-antigènes. Dans l'auto-immunité, par définition, on a une rupture de cette tolérance avec une action qui va être délétère, c'est-à-dire nocive, toxique,
des auto-anticorps et ou des lymphocytes autoréactifs. Donc ça, c'est important de comprendre, ça c'est l'auto-immunité. Ce qui est important de comprendre, c'est que la maladie auto-immune, c'est de l'auto-immunité, mais suffisamment importante, dérégulée et non maîtrisée, pour qu'il y ait des lésions des tissus. D'accord ? On pourra, s'il y a des questions, peut-être parler du fait de la détection des auto-anticorps. Parfois, ils existent chez les personnes, et c'est pas pour ça qu'ils ont des maladies auto-immunes. Il y a un certain degré, c'est là que c'est un peu complexe, d'auto-immunité aussi physiologique, parce que le système n'est pas parfait. Donc cette rupture de tolérance, elle va aboutir donc à des lésions des tissus. Et ces tissus ou ces organes, on va pouvoir visualiser parfois cette atteinte au niveau de l'histologie quand on va faire une biopsie, mais aussi évidemment au niveau des signes cliniques. Et elle peut toucher un ou plusieurs organes, vous le savez sans doute. Important à retenir aussi, peut-être, il y a toujours... oh mince, je suis pas très... Il y a toujours une composante inflammatoire dans les maladies auto-immunes, en particulier systémiques, donc celles qui touchent plusieurs organes, qui est en fait cette composante d'immunité innée qui est toujours un peu présente. Elle est intéressante parce que souvent, elle va peut-être induire une consultation, ou en tout cas constituer un point d'appel, un motif de consultation, parce que vous connaissez peut-être les signes qu'on dit cardinaux de l'inflammation, avec la chaleur, la rougeur, la tumeur ou grosseur, la douleur et parfois l'impotence fonctionnelle. Ça, c'est sûr que voilà, quand on commence à avoir une main une articulation qui est rouge, qui est gonflée, qui est douloureuse, on va plus facilement consulter son médecin. Alors, l'auto-immunité, maladie auto-immune, rapidement, on l'a dit, il ne faut pas confondre les deux. Donc, en passant de la physiologie à l'auto-immunité, on peut avoir production du coup de ces auto-anticorps qu'on peut détecter dans le sérum. La maladie auto-immune s'installe. On peut utiliser toujours ces outils en routine pour suivre éventuellement la maladie. Attention, on ne sait pas détecter en routine les lymphocytes autoréactifs. On ne sait détecter, entre guillemets, que les auto-anticorps. Et puis, il y a la maladie auto-immune traitée, où on peut parfois garder des marqueurs positifs, mais en tout cas, normalement, on doit améliorer les symptômes chez le patient. Un mot de prévalence, 3 à 5 millions de personnes sont atteintes de maladies auto-immunes en France. Des chiffres un peu anciens déjà, mais ce n'est pas toujours évident de les actualiser. Ça représente plus de 80 maladies différentes, à savoir qu'elles peuvent s'associer en plus chez un même patient. Et le plus souvent, ce sont quand même les femmes qui sont atteintes. Alors ça dépend des maladies, mais en moyenne, 4 personnes sur 5 sont des femmes. Donc un rôle quelque part lié à, on va le voir peut-être déjà, aux hormones sexuelles. Et puis, vous voyez, en fonction des pathologies, le rapport femme-homme atteint par la maladie varie un petit peu. Là, vous avez un groupe de maladies clairement qui touche plutôt les femmes. Ici, quelque chose qui est plutôt à l'égalité, et d'autres maladies où les hommes sont plus atteints, ça existe aussi. Alors la liste est évidemment pas exhaustive. Tous les organes, finalement, peuvent être atteints au cours d'une maladie auto-immune. Donc il y a les systémiques, les spécifiques d'organes, ça vous connaissez peut-être. Donc les systémiques atteignent plusieurs organes. Aujourd'hui, on parle plutôt du lupus, des vascularites, qui touchent effectivement plusieurs organes. On dit que ce sont des maladies auto-immunes systémiques, contrairement aux atteintes ciblées de la thyroïde, du rein, du système nerveux, du foie ou de l'intestin, qui sont dans les maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Alors, exemple de mécanisme, là c'est difficile, mais déjà retenez que les maladies auto-immunes, ça on le sait, sont multifactorielles. Bon, il y a juste 3 exceptions de 3 maladies hyper rares qui sont liées vraiment à des gènes modifiés, mais pour la plupart des maladies auto-immunes, elles sont multifactorielles et elles associent des facteurs qui sont liés à l'hôte, donc au patient, et des facteurs non liés à l'hôte. Donc les facteurs liés à l'hôte comprennent des facteurs génétiques, donc il y a quand même
quelque chose au niveau des gènes qui se passe, quelque chose qui n'est pas forcément fini d'ailleurs d'être caractérisé. Ça peut être des gènes des cytokines, justement, qui sont un peu modifiés, des gènes du complément, le type HLA, qui est porté justement par les cellules présentatrices d'antigènes. Tout ça, ça peut influencer. Les facteurs hormonaux, clairement, on a dit par exemple plus souvent de femmes atteintes. On sait que la grossesse, que la contraception, que la puberté, la ménopause, tout ça sont des éléments de la vie des patientes qui influent l'évolution de leur maladie. La dysbiose, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les anomalies du microbiote intestinal en particulier. Vous avez tous entendu parler de ce microbiote qui est cet ensemble de milliards de bactéries qui cohabitent avec nous en toute sérénité. Eh bien, cet équilibre bactérien, s'il est un peu rompu parce que on prend trop d'antibiotiques, parce que ceci, parce que cela, ça peut intervenir aussi dans le déclenchement ou l'entretien de certaines maladies auto-immunes. Dans les facteurs non liés à l'hôte, on va retrouver des facteurs qu'on dit environnementaux, par exemple les ultraviolets du soleil, qui interviennent dans certaines phases du lupus. Les agents infectieux, on en a parlé. Les expositions professionnelles, c'est peut-être un peu moins connu de vous. La silice, par exemple, ou certains dérivés chimiques peuvent favoriser, probablement en modifiant certaines protéines du foie, peuvent favoriser l'émergence de certaines maladies auto-immunes. Et puis le tabac, les médicaments. Les médicaments, c'est un peu le problème de certains médicaments qui peuvent concourir à l'émergence de soins modifiés, de réactivité du système immunitaire contre le soi. On sait qu'il y a des médicaments, par exemple, qu'il ne faut pas donner chez le lupus, parce que sans être responsables eux-mêmes tout seuls du déclenchement de la maladie, chez un patient donné qui a déjà d'autres facteurs de risque, ils peuvent susciter des poussées ou aggraver un petit peu la maladie. Donc, on a dit que dans ce cas d'auto-immunité, de maladie auto-immune, en fait, en gros, cet auto-antigène qui est censé ne rien déclencher va devenir visible au sens danger détecté par le système immunitaire. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez que cette visibilité qu'acquiert l'antigène, elle peut être liée à des ruptures de barrières, par exemple à une effraction de la peau, à une blessure, à une lésion, un traumatisme qui va tout simplement exposer l'antigène. Ça peut être lié à une expression qu'on dit ectopique, c'est-à-dire qui est faite chez des cellules qui d'habitude n'expriment pas cette protéine. Et donc ce fait, là aussi, perturbe le système immunitaire qui trouve que ce n'est pas normal. Et puis, on peut avoir ce qu'on appelle le démasquage d'antigènes qui sont cryptiques. Alors cryptique, ça veut dire caché, dans des cryptes. Ça, c'est aussi l'agression physique ou chimique, une brûlure, des traumatismes, des rayonnements, des choses comme ça, peuvent aussi démasquer des antigènes. Les médicaments, on l'a dit. Et puis, par apoptose aussi, on en dira juste un mot, il faut que je me dépêche un peu. Par apoptose, ça veut dire la mort cellulaire programmée, qui est un phénomène tout à fait physiologique, mais qui, n'empêche, va favoriser le relargage d'antigènes qui ne sont pas spécialement exposés au système immunitaire d'habitude, c'est-à-dire tout ce que contient une cellule, y compris les composants de son noyau, les composants qu'il y a dans ce qu'on appelle le cytoplasme. Puis il y a un autre phénomène intéressant qui est le mimétisme moléculaire, c'est-à-dire que des fois le système immunitaire se trompe un peu ou se fait leurrer, et quand il va voir un antigène exprimé par une bactérie, il peut se tromper, il va réagir contre l'antigène de la bactérie, mais après, il peut le confondre avec un antigène du soi. Et donc, la réaction va continuer, alors que finalement, au départ, le problème, c'était la bactérie. Et puis, comme ça se ressemble, il se trompe un petit peu et puis il va réagir contre certaines protéines du soi. Juste un mot pour vous dire peut-être le rôle des hormones. Bon, il est loin d'être élucidé entre hommes et femmes. Sachez que assez récemment, quand même, il y a des éléments qui sont venus nous montrer qu'il y avait un facteur
qui s'appelle R, qui est en fait un facteur de régulation de l'expression des auto-antigènes, qui est régulé par les hormones féminines, donc par l'œstradiol. Et du coup, ça permet de faire le lien entre la différence d'expression, de survenue de maladies auto-immunes entre les hommes et les femmes. Donc au niveau du thymus, c'est un petit organe que vous avez à la base du cou et qui est un organe capital pour le système immunitaire, puisque c'est l'école des lymphocytes un petit peu, si vous voulez. C'est là que les lymphocytes apprennent à reconnaître le soi du non-soi, c'est là qu'on les sélectionne, qu'on garde les meilleurs et qu'on c'est un système très sélectif parce qu'il va même tuer les mauvais élèves. Mais tout ça, ça se fait parce que dans ce thymus, on arrive, et c'est assez extraordinaire, à exprimer un catalogue d'auto-antigènes assez important, qui est un vrai dictionnaire finalement pour le système immunitaire. Et ça se fait, cette expression des auto-antigènes, sous la dépendance de ce facteur R, et donc qui est notamment augmenté par l'œstradiol. Bon, l'apoptose, je vous l'ai dit, c'était juste pour vous resituer la cellule normale. Elle va subir des modifications et c'est une mort cellulaire programmée tout à fait normale qui a lieu tous les jours. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand cette cellule se suicide, au contraire de la nécrose, dont vous avez peut-être entendu parler, la nécrose, là, c'est plus un assassinat. L'apoptose, c'est un suicide. Donc, un suicide tout à fait physiologique. Et le seul problème chez certains, c'est que ces corps apoptotiques, là, qui sont issus de la cellule qui se dégrade, ils vont pouvoir libérer un certain nombre d'antigènes qui sont habituellement, je vous l'ai dit, pas accessibles. Normalement, tous ces corps apoptotiques ils sont nettoyés par les macrophages, ce qu'on appelle les phagocytoses, mais chez certains patients, il y a des déficits de ces mécanismes qui peuvent concourir à justement la libération d'un certain nombre de corps apoptotiques ici de façon exagérée, on va dire. Et là, c'est une espèce de diapo. Alors, j'ai essayé d'enlever des bouts parce qu'elle est un peu compliquée, mais après, c'est un peu compliqué de tout enlever aussi. Ce que je voulais que vous reteniez, puisque là, on parle de lupus, là, c'est l'exemple du lupus systémique, c'est qu'effectivement, sous l'influence de certains facteurs favorisants, donc là, on retrouve toujours la même petite bactérie, le soleil, enfin, plein de choses. On va commencer à activer ce système immunitaire, on va avoir une production de corps apoptotiques donc, qui va être importante. Tout ça va évidemment activer le système. Et dans le lupus en particulier, il y a des cytokines qui sont très importantes, notamment au carrefour d'un certain nombre de réactions, l'interféron alpha, dont vous savez peut-être qu'il y a maintenant des médicaments qui essayent de diminuer donc, l'effet de l'interféron alpha. Cet interféron, il est lui-même potentiellement activateur d'autres cellules présentatrices d'antigènes qui vont activer tous ces lymphocytes. Alors les lymphocytes B, eux, leur rôle, c'est surtout de faire des anticorps. Donc en l'occurrence, ce sera des auto-anticorps. Sous l'influence en plus d'un facteur que vous connaissez peut-être aussi qui est BLyS, qui est le B lymphocyte stimulator, donc un activateur, enfin un facteur de survie du lymphocyte B, l'interleukine 21, l'interleukine 10. Tout ça donc produit ce qu'on appelle des immuns complexes ou des complexes immuns, un mot que vous connaissez peut-être pas, qui est tout simplement l'association du duo anticorps-antigène. Donc on appelle ça un immun complexe. Et ces immuns complexes, notamment dans le lupus, concourent à l'activation du complément et surtout vont se déposer en partie dans les tissus, notamment dans le rein et la peau. Et ça participe donc à l'apparition des lésions qui vous gâchent la vie ensuite quand vous avez un lupus. Donc l'idée là, c'est pas de tout retenir, mais de savoir, donc après il y a cette toxicité, cette inflammation, de savoir qu'en gros, comme pour les vascularites, on va le voir juste après, j'en aurai fini après, il y a toujours cette histoire de facteurs déclenchants qu'on ne connaît pas très bien, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand le système est lancé, il y a une espèce de cercle vicieux, et c'est quand même assez difficile de le rompre.
Donc on le rompt soit en bloquant un des piliers qui entretient la réaction, soit en agissant directement sur les cellules, en leur disant bon ça va, ça c'est les immunosuppresseurs, il faut se calmer. Le problème c'est qu'il faut se calmer, ça calme un peu tout le système immunitaire, donc c'est pas très bien non plus. Voilà, donc tout ça, l'idée c'est un peu de voir que c'est très complexe, donc il faut laisser des schémas un peu complexes parce qu'on ne comprend pas encore tout. Tout le monde interagit avec tout le monde dans des cinétiques ou des temps qu'on ne maîtrise pas bien non plus. Et si on regarde les vascularites, c'est pas très différent. On a toujours des facteurs environnementaux, génétiques, médicaments qui vont induire une rupture de tolérance. Et là, les autoantigènes, ce n'est pas les antigènes du noyau ou les protéines de la cellule qu'on a vu tout à l'heure dans les corps apoptotiques. Ici, c'est deux enzymes du polynucléaire neutrophile qui s'appellent la myéloperoxydase et la protéinase 3. Et en fait, au cours de cette rupture de tolérance, on a une activation des polynucléaires neutrophiles qui va permettre l'expression de ces protéines qui sont normalement à l'intérieur du neutrophile et que le système immunitaire ne voit pas non plus. Seulement, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore tout à fait très bien, ce polynucléaire, en s'activant, va exprimer à la membrane, vous voyez ici, là, c'est tout petit, va exprimer ces protéines qui vont être visibles par le système immunitaire, qui en parallèle produit des anticorps contre ces protéines, c'est ce qu'on appelle les ANCA, les anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles. Et tout ça va déclencher un ensemble de phénomènes qui va concourir, d'abord, qui va être associé au fait que les neutrophiles aussi, au cours de l'inflammation, vont rentrer dans les tissus. Ça, c'est le vaisseau sanguin. Mais aussi une espèce de mort qui est tout à fait originale et qui concerne surtout le neutrophile, qu'on appelle la nétose. C'est une espèce de suicide, là aussi, où le polynucléaire, en mourant, alors il ne meurt pas tout le temps, mais va éjecter son matériel nucléaire, qui est surtout constitué d'ADN. Vous connaissez ce terme d'ADN, le support d'information génétique, qui est très collant et qui va faire une espèce de filet à la Spiderman, et qui va, en théorie, capturer souvent les bactéries, mais ça peut être aussi un certain nombre de protéines, de facteurs inflammatoires, etc. Et tout ça associé à une dégranulation avec une libération de facteurs toxiques. Voilà. Donc en résumé, les maladies auto-immunes sont multifactorielles. Retenez qu'il n'y a pas de facteur déclenchant pour l'instant très bien identifié. Ne retenez pas, par exemple, qu'il suffit de faire une infection à tel virus pour faire une maladie auto-immune. C'est plusieurs choses qui se sont associées et qui font que la réaction immunitaire n'est plus adaptée. Il y a une rupture de tolérance à des auto-antigènes. La réaction immunitaire est inadaptée. Et retenez ce terme peut-être de cytokines et leur rôle, puisqu'elles sont de plus en plus des cibles thérapeutiques pour les traitements de ces maladies. Voilà, donc j'ai dépassé. Alors, on a le temps pour quelques questions. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au lupus. Le plaquenil, comment il agit sur la maladie? Alors, le plaquenil, comment il agit? C'est une bonne question. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est comment on va aborder aussi les traitements peut-être par la suite. Peut-être tout grouper, peut-être. Ouais. Parce que s'il y a un schéma, c'est peut-être plus facile. Sachant que, effectivement, le plaquenil, en fait, par rapport à ce qu'on va discuter, Sophie, elle a bien montré, vous avez vu les cytokines, par exemple, qui sont des cibles des médicaments dont on va parler précises, alors que le plaquenil, c'est un médicament qui agit sur beaucoup d'endroits du schéma qu'elle a montré. Et donc, c'est l'intérêt de ce médicament, c'est qu'en fait, aussi, il agit à tous ces endroits-là, des fois, en partie. Et donc, il est des fois plus complémentaire que d'autres traitements plus ciblés dont on va parler juste après. On dit qu'il ne faut pas fumer quand on a le lupus. C'est le tabac ou la nicotine qui pose problème? Alors,
j'aurais tendance à dire le tabac, mais je n'ai pas fait suffisamment de bibliographie là-dessus. D'une manière générale, on sait que le tabac a différents effets sur toutes ces maladies inflammatoires chroniques. Dans les maladies digestives ou autres, il y a un rôle du tabac. Ouais. Bonjour, merci beaucoup Bonjour. d'avoir organisé cette conférence parce que c'est vrai que pour nous c'est important de la part de Jessica qui nous soutient et puis tous les chercheurs, tous les professeurs qui sont là autour de nous, c'est quand même important. Moi je suis papa de ma fille qui a lupus depuis 6 ans. Voilà. Ça nous rassurait quand même un petit peu, voir comment l'évolution des maladies et puis aussi la prise en compte de ces maladies dans tout l'ensemble en Europe et puis certainement. Une question à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, quand je lis un petit peu dans la brochure Internet, un peu partout, c'est qu'il y a beaucoup quand même des gens qui sont dans la partie nazie, en Afrique subsaharienne, qui sont beaucoup plus, je dirais, pathologiquement, qui sont plus exposés. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces parties-là, quand on voit la politico-économique avec AstraZeneca et puis avec tous les laboratoires qui sont autour de nous, les moyens qui sont mis en place, par exemple, pour développer le Covid avec tous ces vaccins, qui est aujourd'hui qui est très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a conscience quand même des parties l'Asie qui sont là pour nous aider, et avec tous les professeurs en France, en Europe, États-Unis, et avec tous les laboratoires qu'on a, est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quand même l'avancée dans ces recherches? Voilà une bonne question et très vaste. Oui, des avancées sur la recherche, il y en a tous les jours. Bon. Après, je crois qu'il faut avoir conscience, même si c'est malheureux, que tout ce qui est géré après en aval, c'est-à-dire après qui ont des conséquences cliniques avec des développements de médicaments, etc., c'est quand même très lié à la prévalence des maladies. Donc le lupus n'est pas une maladie très fréquente. Donc c'est certainement, à mon avis, mais ça n'engage que moi, un élément qui fait que les choses peut-être avancent un peu moins vite. Si vous regardez par exemple dans une autre maladie auto-immune comme la polyarthrite rhumatoïde qui est largement plus fréquente, il y a beaucoup de médicaments qui ont été développés avec un certain succès parce que effectivement il y avait un potentiel et il y avait un marché. Le Covid, vous voyez, quand on met quand même à disposition un certain nombre de moyens, un certain nombre de moyens, on peut parfois aller assez vite. Voilà. Ouais, en complément, donc effectivement, aujourd'hui, on cible 2 maladies qui sont rares. Vous avez vu les chiffres qu'a montré Sophie. Si on prend toutes les maladies auto-immunes dans leur ensemble, dans une population occidentale, on dépasse 10% de la population. En Angleterre, en prenant une vingtaine de maladies auto-immunes, on a des chiffres récents, plus de 10% de la population adulte développe une maladie auto-immune. Mais ce qui est intéressant, c'est que les médicaments développés par une maladie fréquente, des fois, bénéficient aux maladies plus rares. Donc on utilise dans des maladies dont on parle aujourd'hui des médicaments qui ont été testés dans la polyarthrite ou dans d'autres maladies auto-immunes. Donc finalement, ça converge vers un mieux pour toutes les maladies auto-immunes. Question au fond. Après, on passera au topo d'après. Moi, je voulais savoir, parce que j'ai vu que le prix Nobel de la médecine, c'était au sujet de l'immunité. J'ai essayé de regarder, mais je voulais, si vous pouviez expliquer de manière un peu plus facile, quelle est cette recherche et en quoi ça pourrait nous aider en tant que lupus. C'était sur quoi? C'était sur la régulation et la tolérance, non? Oui, je pense qu'il y avait un travail, en tout cas, qui portait en partie sur les lymphocytes T régulateurs, il me semble. Donc ces lymphocytes, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une population qui est connue depuis pas si longtemps que ça et qui a un rôle de régulation des autres populations de lymphocytes. Donc il y a certaines maladies où en état physiologique, tout fonctionne bien. Et puis certaines pathologies où il y a une anomalie soit de nombre de ces lymphocytes T régulateurs, c'est-à-dire il n'y en a pas assez, et donc le système s'emballe et on ne sait pas l'arrêter, soit il y en a assez, mais ils sont déficients, ils ne fonctionnent pas très bien.
Donc souvent, effectivement, ces lymphocytes régulateurs, pour tout ce qui vous intéresse en tout cas, peuvent être un élément de l'auto-immunité. Donc c'est surtout, les prix Nobel souvent maintenant sont attribués à plusieurs chercheurs, donc vous avez, ils sont 3. C'est un ensemble et c'est souvent pour évidemment le travail d'une vie. Donc voilà, c'était surtout ce concept de la régulation de la réponse Il y immunitaire. a une notion justement qui nous vient d'Asie, qui est celle du yin et du yang, vous savez, pour qu'il y ait un équilibre dans un organisme et peut-être dans l'univers. La métaphore, elle est appliquée à l'immunologie, comme a montré Sophie. On a des acteurs qui sont en excès, qui font plus d'inflammation et d'immunité, qu'on essaye de baisser avec les médicaments dont on va parler juste maintenant. Mais ce qu'on faisait moins jusqu'à présent, c'est qu'on ne s'occupait pas de la partie qui est déjà présente dans l'organisme et qui est déjà quelque chose qui régule vers le bas. Donc en amplifiant ce qui peut diminuer les choses naturellement, c'est ces nouveaux traitements aussi qu'on n'a pas encore à disposition, on peut restaurer l'équilibre de 2 façons, en baissant ce qui est en excès ou en augmentant la partie qui est censée bloquer les choses pour la réguler, les fameux régulateurs. On va passer, parce qu'il y aura plein d'autres moments, on va passer à la deuxième partie. Gardez